Madame, Monsieur, bonsoir. 19 septembre 2016, triste événement pour les militants des partis de l'opposition de l'époque tombés lors d'une marche pacifique. Aujourd'hui, 5 ans après cet anniversaire amer, les hommages de ces martyrs dans ce journal. Et puis au-delà de la bonne compagnie, le chien peut être vecteur de la rage, mais comment faire le diagnostic une fois mordu par un chien enragé? Le dossier de ce soir s'y penche. Mais avant d'y arriver, passons à l'actualité. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette édition du soir sur la RTNC. Le journal magazine de ce soir partira donc de Lubumbashi. Le chef de l'État s'est envolé aujourd'hui pour New York. Il doit participer à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais bien avant, il a rendu visite à la famille biologique de Baba Kyungu. C'est un reportage de Giscard Koussema. Au terme d'un séjour de 62 heures à Lubumbashi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris son avion pour New York où il va participer à la 76e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Avant son départ du chef-lieu du Haut-Katanga, le président de la République est allé réconforter à nouveau la veuve et les enfants Kyungu affligés par cette perte et leur témoigner de toute sa compassion. La veuve Mireille Masengu Bibi Mouloko et les enfants Kyungu ont passé un quart d'heure avec le chef de l'État visiblement aussi affecté par la disparition de ce baobab de la politique congolaise et un des soutiens inconditionnels de son pouvoir. Mobilisée autour de la résidence des Baba Kyungu, la famille politique de Gabriel Kyungu Wakumwanta, à savoir l'UNAFEC, a remis un mémorandum au garant de la nation. Au moment des hommages publics de leur leader, les responsables de l'UNAFEC avaient fait part de leur détermination pour soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme le faisait ouvertement Baba Kyungu. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le directeur de cabinet du chef de l'État Guilain Nyembo et les gouverneurs de la province Jacques Kiaboula ont accompagné le chef de l'État. Et hier, le président de la République était avec Christophe Mbosso Kodia et Jean-Michel Samaloukonde. Ensemble, ils ont passé en revue la situation générale du pays. Félix-Antoine Tshisekedi a également reçu le commandant de la force onusienne pour les détails des activités de la MONUSCO en RDC. Petite question pour le commandant de la force de la MONUSCO, le général d'Acosta, de rendre compte au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des détails des activités de la force onusienne en soutien et en collaboration avec les FARDC dans les opérations à l'heure actuelle dans l'est du pays. Ce sont des activités de soutien au FARDC, que ce soit en renseignement, en logistique, en planification, en préparation et en exécution d'opérations. Au cours de cette réunion de travail à la résidence présidentielle de Lubumbashi, quelques avancées significatives de l'accord du partenariat de la coopération avec les FARDC depuis la mise en place de l'état de siège ont été évoquées. Notre représentant spécial, Madame Keita, était avec le général d'Acosta il y a quelques jours. Elle était donc dans l'est du pays, elle est allée à Bunia, elle est allée à Beni pour une évaluation du travail qui a été fait. Et effectivement, elle a noté avec le général une amélioration du partenariat, de la coopération avec les FARDC depuis la mise en place de l'état de siège, avec une continuation, une meilleure compréhension et de l'entendement des besoins, à la fois pour obtenir des résultats opérationnels, mais aussi pour améliorer les résultats de ces opérations. Donc bien sûr, c'est un travail qui doit continuer. Nous ne sommes pas encore arrivés à des résultats satisfaisants. La situation reste extrêmement difficile, mais nous allons continuer à redoubler d'efforts pour justement obtenir des résultats pleinement satisfaisants. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ainsi que le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia ont également été reçus. Au sortir de l'audience, Christophe Mbosso a fait savoir à la presse présidentielle quelques lignes de sujet au cœur de leur séance de travail. Je suis venu faire rapport au président de la République sur le fonctionnement de l'institution Assemblée nationale. Nous avons ouvert la session ordinaire et j'ai soumis au chef de l'État un certain nombre de préoccupations qui concernent
l'Assemblée nationale. Étant donné que notre chef de l'État est le président en exercice de l'unité africaine, le Parlement congolais doit accompagner le chef de l'État dans l'exécution de son programme. D'autres personnalités de la République attendent aussi d'être reçues par le chef de l'État ici au chef-lieu du Haut-Katanga. Le président de la République est attendu à New York pour la 76e Assemblée générale des Nations unies. Patrick Michel Moukoui, notre envoyé spécial, est déjà sur place. Il annonce les grands sujets qui pourront être abordés au cours de ces assises. L'environnement autour de nous l'indique mieux. Nous sommes devant le siège de Nations Unies en plein Manhattan, ici à New York. Et c'est dans ce bâtiment derrière nous que se tiennent depuis quelques jours les travaux de la 76e Assemblée générale de Nations Unies. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour cette session qui se tient dans un contexte assez exceptionnel de la Covid-19. D'ailleurs, le thème en dit long, miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits de personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. On sent par ce thème une volonté de rebâtir avec notamment l'épineuse question de la gestion de la crise de la Covid-19 en Afrique comme dans le monde. Et parmi les personnalités annoncées ici à New York figure le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera ici à New York le lundi 20 septembre 2021. Il devra prendre parole le lendemain du haut de la tribune de Nations Unies. Un discours aux multiples attentes. La situation économique à travers le continent sera sans nul doute parmi les points du discours du président Tshisekedi. Les relations entre États africains avec la question du grand barrage de la Renaissance comme celle du changement climatique font partie également des attentes. La situation sécuritaire d'abord dans son pays, la République démocratique du Congo, où deux provinces, l'Ituri et le Nord Kivu, sont en état de siège, mais aussi en qualité de président en exercice de l'Union africaine. On attend un argument de la position déjà connue de l'institution Union africaine sur notamment la situation en Guinée. D'autres thèmes comme les droits de l'homme ou encore l'autonomisation de la femme ne devraient pas manquer à ce grand oral de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prévu pour ce mardi à 14h. Il sera 19h à Kinshasa. New York, Patrick Michel Moukoui sur les images de Kokomolicho et Antatina. Retour au pays pour parler de ce grand rendez-vous de l'énergie qui a fermé ses portes hier à Lubumbashi avec plusieurs recommandations. Ce 5e forum vient de poser donc les jalons de la refondation du secteur de l'énergie en RDC. Plusieurs personnalités et autres experts ont contribué sensiblement aux travaux organisés par le patronat congolais. D'autres précisions avec nos envoyés spéciaux Marie Kalong et Patrick Kachala. Un reportage rendu par Oscar Balkaïch. Réunis en panel des ministres, les différents membres du gouvernement présents à la 5e édition du Forum sur l'énergie tenu à Lubumbashi ont abordé dans le même sens pour booster le secteur énergétique, facteur de développement en RDC. INGA, c'est un grand projet qui va couvrir les besoins non seulement de la RDC, mais de l'Afrique. Ça, vraiment, nous devons nous accompagner. Mais entre autres, les Congo est grand, les besoins sont énormes. Nous devons aussi promouvoir l'énergie alternative, des projets alternatifs. Mais INGA demeure. Pour avoir réussi la libéralisation du secteur de l'énergie, la réhabilitation du barrage de Mwadingusha, les organisateurs de ces forums ont remis des brevets de mérite au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, au directeur général de la SNEL, ainsi qu'à d'autres partenaires privés. S'en est suivi la visite des différents stands par les membres du gouvernement sous les explications du directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayom. Améliorer les mécanismes d'octroi d'actes réglementaires, promouvoir la recherche scientifique, renforcer les mesures sécuritaires pour limiter les actes de vandalisme et de vol des équipements électriques et mettre ainsi en place les mécanismes de financement de la SNEL. Ce sont là les quelques résolutions des travaux de la 5e édition du Forum sur l'énergie. La clôture est intervenu ce samedi en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, ainsi que de la ministre d'État en charge des PME, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, sans omettre celui de l'industrie. J'encourage encore une fois les investisseurs, les acteurs du secteur, particulièrement l'investissement congolais. Le ministère
et le vôtre. C'est pour montrer l'implication de notre gouvernement dans la mission qui lui a été confiée d'améliorer la desserte en énergie électrique. C'est sur ces mots que je déclare clos cette 5e édition. La 6e édition se tiendra dans une zone où les besoins d'électricité se font sentir. Électricité toujours pour la remise en service du groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la Chopo. Certaines pièces doivent être réparées et le reconditionnement est assuré par l'atelier central de Panda à Likasi, atelier visité par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité avec à ses côtés le directeur général de la SNEL en séjour de travail. Dans le Haut-Katanga, reportage Marie Kalang, Patrick Kachala et Yvette Mankoutima. Avec les reconditionnements très attendus des pièces de la centrale hydroélectrique de la Chopo, les ministres des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwenzemu Kaleng ont séjour de travail dans la province du Haut-Katanga qu'accompagné le directeur général de la SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a effectué une visite d'inspection à l'atelier central de Panda, ville de Likasi, pour faire le suivi de l'évolution des travaux. Vu l'urgence de la situation, les personnels de l'atelier central de Panda travaillent d'arrache-pied malgré des conditions difficiles. Ce sont des personnes passionnées qui aiment leur travail, qui travaillent dans des conditions difficiles mais qui adorent ce qu'ils font et ils le font très bien. Delikasi, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a rassuré la population de Kisangani que le travail se fera dans les temps. J'ai promis de faire le suivi. Et je suis ici à Likasi pour m'assurer que nous restons dans les temps et que nous reviendrons vers vous à Kisangani pour résoudre le problème comme nous l'avions promis. Je vous demande encore un petit peu de patience, mais nous suivons de près l'évolution de cette réparation. Bien avant, Olivier Mwenzemu Kaleng a encouragé les équipes de la direction provinciale de la SNEL SA Likasi, chargées des transports et du dispatching. Et dans le secteur du transport, 100 bus interurbains seront affectés pour le transport des étudiants congolais. Une instruction du chef de l'État en rapport avec le contrat de livraison de 500 bus attendu avant la fin de l'année. Contrat signé hier entre le gouvernement et le consortium C2 Stars Limited. Ce contrat prévoit également le montage d'une usine de rassemblage des bus en RDC. D'autres précisions avec Myriam Madika. 2 aéronefs des marques brésiliennes pour renforcer la flotte de la compagnie d'aviation Congo Airways. Ces engins, à provenance du Kenya, ont été réceptionnés par les ministres des Transports et Voies de Communication et des Désenclavements, Chéribin Okende, en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et plusieurs membres du gouvernement. L'acquisition par leasing de ces 2 appareils entre dans le cadre de l'application du mémorandum d'entente entre Congo Airways et Kenya Airways, signé le 22 avril 2021 en présence de 2 chefs d'État congolais et kenyans. Votre présence ici, Excellence Monsieur le Premier ministre, nous donne encore envie d'aller très loin dans cette philosophie en disant que la République démocratique du Congo, sans transport, moyen de communication, il serait illusoire de penser que réellement nous pouvons relever le défi du développement de notre pays. Le Premier ministre a été conduit par le ministre Chéribin Okende à visiter ces appareils de 98 places. C'était vraiment pour marquer l'accompagnement de la primature, de tout le gouvernement dans ce type de projet. J'espère que toute la population, en tout cas qui cherche à se déplacer, pourra en bénéficier à des prix très compétitif. La collaboration entre les compagnies nationales Congo Airways et Kenya Airways consacre l'excellence des relations d'amitié et de fraternité entre ces 2 pays. C'était l'arrivée de 2 aéronefs en partenariat avec
Kenya Airways. Le secrétariat général des mines fait peau neuve. Des bureaux sont équipés à la grande satisfaction des cadres et agents de l'administration des mines. C'est un commentaire signé David Mumbenga. Améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'administration du ministère de Mines figure parmi les priorités du nouveau secrétaire général ad intérim, Prelok Mboma Swadisala, qui ne ménage aucun effort afin de rehausser le niveau et la qualité de travail, un travail qui puisse refléter réellement l'image et l'importance qu'occupe le secteur minier en République démocratique du Congo. Depuis qu'il occupe les fonctions de secrétaire général ad intérim, Prelok Mboma Swadisala a amené un nouveau souffle, celui de changement, avec pour objectif un travail bien fait. Tous nos bureaux ont été équipés avec des nouveaux splits. Nous avons vu même nos installations sanitaires ont été rééquipées. Nous avons vu que tous nos bureaux ont été repeints. Nous avons à présent un grand groupe électrogène. En tout cas, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de lui et nous voulons vraiment le féliciter car la vie est revenue et nous avons vu vraiment un changement au niveau de l'administration des mines. Ce changement, qui n'est qu'à ses débuts, se fait avec l'appui de la ministre des Mines, Antoinette Ntsamba, qui attend un bon résultat de l'administration. La crise créée par le phénomène Kamwina Sampo au Kasaï a déstabilisé certains ménages. Des structures spécialisées des Nations Unies réfléchissent déjà à la manière de renforcer la paix dans cette partie du pays. Un reportage de Franklin Kalumbo. Projets qui ont vu la participation de différentes couches et catégories sociales de la province du Kasaï et cependant 5 jours d'activité ont été lancés par Hubert Ngulanjoko, ministre provincial de Finances qui fait fonction de gouverneur de province ad intérim. D'après Maître Jean-Paul Kassongo, coordonnateur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans la province du Kasaï, ces premiers projets consistent à renforcer les capacités de femmes et les jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasaï, leur participation collective dans la gestion de la chose publique pour une meilleure consolidation de la paix, a-t-il souligné lors de son allocution. Et à lui d'ajouter que le deuxième projet vient d'appuyer les ex-combattants et les communautés dans le cadre de démobilisation spontanée par ces initiatives de réinsertion socio-économique et de justice transitionnelle au Kasaï et dans les Tanganyika en République démocratique du Congo. Les BCNUDH et l'ONU Femmes, ces agences des Nations Unies, vont également mettre en œuvre le troisième projet dans la province du Kasaï. Celui-ci sera axé sur le renforcement de la justice et la réinsertion socio-économique pour les jeunes femmes et hommes afin de promouvoir la cohésion sociale entre les personnes déplacées et les membres de la communauté haute dans les provinces du Kasaï et Kasaï central. Ces assises de 5 jours ont été organisées par le BCNUDH dans le cadre du projet JIC. Partie rétrospective de la semaine, les derniers hommages du chef de l'État à Baba Kyungu la semaine dernière, la remise des brevets à la 6e promotion de l'ENA et bien entendu la vaccination du couple présidentiel contre la Covid-19, activité du chef de l'État dans la semaine du président. Avec Pierre Kibambé, Somoïsa. Exemple, le couple présidentiel a reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19. La cérémonie s'est déroulée à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi étaient devant l'équipe du programme élargi de vaccination affecté à ces centres hospitaliers. Ils se sont soumis à l'évaluation des signes vitaux et au règlement des formalités administratives d'usage avant de recevoir chacun une pure du vaccin. Le chef de l'État a lancé un appel à ses compatriotes, les invitant à se faire vacciner.
Ils étaient au total 19 lauréats à recevoir leur brevet de fin de formation de la 6e promotion de l'École nationale d'administration publique au cours d'une cérémonie rehaussée de la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baptisée promotion Étienne Tshisekedi wa Mulumba, la 6e promotion de l'ENA comportait 12 mois de formation initiale avec un stage de découverte et celui de professionnalisation à l'étranger. Un établissement public, l'ENA a reçu une mission depuis sa création de former des jeunes cadre universitaire de l'administration publique. Zongo et Bangui, deux villes voisines séparées par la rivière Obangui, seront reliées par un pont mobile de 50 tonnes. Ce bac, un don du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faciliter la traversée des tonnes de biens, vivres et marchandises entre ces deux villes de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Il s'agit d'une promesse du président de la République à la population des Zongo, au sud Obangui, dans le Grand Équateur, de son passage dans cette contrée du pays. Le chef de l'État a visité ce bac géant au chantier naval de la SCTP avant son acheminement très prochain à Zongo, où il permettra également le passage des poids lourds en provenance notamment de Douala au Cameroun vers la RDC via la République centrafricaine. Appelé affectueusement Baba, entendez le père du Katanga, Gabriel Kyungwa Kumwaza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, est décédé au mois d'août dernier. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a rendu un dernier hommage à Lubumbashi avant son inhumation dans un mausolée érigé dans sa ferme de Kayamba. Aussitôt après son arrivée à Lubumbashi, le président de la République s'était aussi rendu à l'esplanade de l'Assemblée provinciale où une chapelle a été dressée pour une messe de suffrage à mémoire de l'illustre disparu. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs devant le cercueil de Gabriel Kyungwa Kumwaza, une des figures de proue de la scène politique congolaise. Signature du plan de sortie échelonné de retrait de la MONUSCO, le projet de loi budgétaire déposé cette semaine par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, ouverture de la session de septembre au Parlement, le rappel de ces sujets et tant d'autres dans ce résumé de la semaine en 5 minutes avec Constance Mananga. La première édition de l'examen national de la formation professionnelle et métiers a été lancée à Kinshasa par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde cette semaine. Le chef du gouvernement a également assisté à la signature du plan de sortie échelonné du retrait de la MONUSCO sur les sols congolais à la primature. Le vice-ministre des Affaires étrangères a représenté la partie congolaise et Bitou Keïta pour la partie MONUSCO. 2 avions font leur entrée dans la flotte aérienne du Congo Airways. Les aéronefs pris en leasing à Kenya Airways afin de permettre aux voyageurs congolais de voler dans de bonnes conditions. Le Premier ministre promet de s'investir à fond pour améliorer ces secteurs. Samalukonde a déposé les projets du budget 2022 estimés à 20 000 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 40% par rapport à 2021. C'était après l'ouverture de la session parlementaire de septembre à l'Assemblée nationale. Rentrée parlementaire de beaucoup d'enjeux sur la CENI, l'Assemblée nationale va faire sa part, a déclaré Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Pour la 8e fois consécutive, l'Assemblée nationale a adopté les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La session de septembre, essentiellement budgétaire, s'est également ouverte au Sénat. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, le discours du président de la Chambre haute, Modeste Bahati Lukwebo. L'agression des patients Ligodi, correspondant des RFI à Kinshasa lors de la marche de la Mouka par le service, a été désapprouvée. Le ministre des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a exprimé sa désapprobation au porte-parole de la police nationale congolaise. Le porte-parole du gouvernement a eu une séance de travail avec la délégation des journalistes travaillant dans les médias internationaux. Patrick Mouyaya Katembwe a dans la semaine reçu sa première dose du vaccin Moderna contre la COVID-19 à la clinique présidentielle.
Axée sur la valorisation d'énergie propre en RDC, la 5e édition du Forum sur l'électricité a ouvert ses portes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Moukaleng, a ouvert ses assises. À Lubumbashi, toujours, les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ont été clôturés par le ministre Moindo Zangi. Parmi les recommandations, l'adoption du système licence master doctorat LMD. La réhabilitation de la voirie ferrée dans le tronçon Kinshasa-Matadi est en marche. La reprise des trafics ferroviaires Kinshasa-Matadi pour bientôt. Les travaux ont été lancés par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende. Journée mondiale de l'identité célébrée chaque 16 septembre de l'année, occasion pour le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo d'annoncer les débuts incessamment des opérations d'identification. Par ailleurs, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, lui, a rencontré ses homologues d'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte, selon la mission que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est assigné, celui de réconcilier les vues des pays concernés par les barrages de la Renaissance. Les pays membres de la CIRGL se sont retrouvés en mini-sommet à Luanda, en Angola. La situation en Centrafrique et l'impact sur la sous-région ont été analysés. La RDC y a été représentée par les ministres de l'intégration régionale Didier Manzenga et celui de la Défense nationale Gilbert Kabanda. Enfin, un incendie s'est déclaré dans les bâtiments où sont logées les installations de la direction provinciale de la RTNC Sud Kivu dans la ville de Bukavu, avec des dégâts matériels énormes. Le gouverneur a fait les déplacements sur place et des solutions idoines ont été projetées. Au-delà de la bonne compagnie, le chien peut être vecteur de la rage. La rage canine, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou griffure. Quels en sont donc les signes et quel type de soins pour le chien enragé? C'est le grand format de ce journal magazine signé Élisée Kambala. Le chien fait partie des animaux de compagnie de l'homme. Pour telle ou telle autre raison, un chien peut contracter la rage, mais comment se comporter face à la rage canine vis-à-vis de l'homme? C'est-à-dire qu'il y a des signes qui sont des signes suspects. Il y a l'agressivité. Le chien qui était doux et qui commence à devenir agressif, il a toujours tendance à mordre les gens. Il faut savoir aussi que d'autres chiens qui étaient agressifs deviennent subitement doux. C'est ce qu'on appelle la rage muette. Nous avons aussi des signes qui sont certains. Le cas, par exemple, de l'hydrophobie. Le chien ne parvient plus à boire de l'eau. Et puis, il y a aussi la paralysie des mâchoires, la paralysie de la langue. Vous trouverez que le chien a une langue pendante à travers la bouche. Il y a la paralysie des membres antérieurs et des membres postérieurs. Et une fois que les signes de paralysie apparaissent, il ne fera plus 3 jours, le chien doit mourir. Il faut confirmer la rage par l'examen du laboratoire. Donc, dans la plupart des cas, nous recevons les têtes de chiens suspects et on extrait le cerveau pour passer aux analyses. Il y a 2 types d'analyses que nous faisons actuellement. L'analyse virologique, là où nous identifions le virus qui est dans le cerveau, ou soit nous faisons aussi des tests moléculaires. On identifie juste le matériel génétique, c'est-à-dire l'ARN du virus de la rage, par 2 techniques différentes. Toutes les 2 techniques nous amènent au même résultat. Ça dépend de la fiabilité ou bien de la rapidité du résultat qu'on veut obtenir. Chez la personne, vous trouverez que la personne développe une température très élevée. Vous allez voir l'hypersalivation. Le pharynx est bloqué, il ne sait pas avaler. Ni la salive, ni le manger, il ne peut pas. Il y a l'hydrophobie. Ce qu'on a parlé au chien,
il y a l'hydrophobie, c'est-à-dire la personne a horreur à voir même un verre d'eau comme ça. Si vous présentez un verre d'eau, il fait des cris, il refuse quand vous constatez de tels signes. Avec l'hydrophobie, ce n'est même pas nécessaire d'aller faire les examens du laboratoire. Il faut être sûr qu'il s'agit de la rage. Parce que dans quelques 2-3 jours, la personne doit mourir. Qui sont-ils les acteurs qui interviennent lorsque l'homme a été mordu par un chien pour la prise en charge? La prise en charge, elle se fait, ça dépend. Si l'animal qui vous a mordu est en vie, vous allez prendre seulement une séance. Mais s'il n'est pas en vie, vous allez prendre le traitement d'1 mois. On va faire le calendrier et puis vous allez prendre les vaccins et les sérums. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas l'importance du traitement antirabique. Ils ne savent pas. Si vous négligez là, vous serez la victime parce que la rage, quand elle est déjà déclarée, il n'y a pas de traitement. Pour rappel, en 2015, une campagne de vaccination contre la rage canine a été organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires du secteur, mais aujourd'hui, cela est au calendrier grec. La vaccination des animaux de compagnie tels que le chien, le chat, le singe s'avère obligatoire et la divagation de ces animaux est strictement interdite afin d'éviter le pire. Coup de projecteur sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce sont les assises tenues à Lubumbashi la semaine dernière. Aujourd'hui, avec Mbouyal, nous allons parler de l'appropriation des recommandations de ces assises. Bonsoir Mbouyal. Bonsoir Babette. Et pour commencer, par où commencer justement pour l'application des retombées de ces assises de Lubumbashi? Question apparemment difficile, mais tout aussi facile. Dès le premier abord, il faut saluer le courage et la détermination du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui a tenu à ce que ces travaux se tiennent et qui a mobilisé des ressources pour ce faire. Les travaux ont eu lieu et puis le diagnostic est là. Il va falloir dégager des réponses, mais ce sont des réponses au niveau en étage, si vous voulez. Il y a de la responsabilité qui touche le gouvernement de manière générale, il y a de la responsabilité au niveau du ministre de l'enseignement supérieur universitaire, il y a les responsabilités qui relèvent des DG, des recteurs des universités, il y a aussi des responsabilités qui sont liées à l'État, de manière générale, l'autorité politico-administrative, partout où les universités sont implantées. Mais le plus important, c'est que, étant donné que le problème a déjà été identifié, il va falloir que tout le monde regarde dans la même direction pour qu'on dise, par exemple, plus jamais voir les professeurs d'université en train de gréver. Ces corps d'élite ne représentent à peine moins de 4000 hommes et femmes. Il y en a pas assez. Et donc, pas assez pour plus de 200 000 étudiants. Donc, ce sont des gens qu'on doit bien gérer et faire en sorte qu'ils s'occupent totalement de leur travail, parce que assurer la sécurité sociale pour les professeurs d'université, c'est aussi une manière d'assainir l'espace politique, parce qu'on se dit qu'ils sont souvent attirés vers la politique, être dans les cabinets à gauche et à droite pour pouvoir suppléer. Mais si on prenait la bonne et la ferme résolution de dire on lui assure tout ce qu'il faut en termes de sécurité sociale, ne jamais voir un professeur alors qu'il est dans une bibliothèque, on lui dise qu'on a chassé son fils ou sa fille de l'école. Vraiment. Ça paralyse un peu l'été. Donc, il y a lieu qu'au moment où nous sommes au niveau de la session parlementaire, que cette question trouve des réponses une fois pour toutes, pour que demain on n'apprenne pas que les professeurs sont de nouveau en grève. Donc, qu'on se donne par exemple une décennie pour le rayonnement de l'université. Et si on se donne une décennie pour le rayonnement de l'université, en 10-20 ans, on va récolter des résultats. Et oui, comme vous l'avez dit, les responsabilités sont partagées justement pour ce rayonnement de l'université. Parmi les recommandations arrêtées, il y a le système LMD qui doit être vulgarisé ou uniformisé. Alors, ce système impose des aspects technologiques, n'est-ce pas, Mbouyal? Essentiellement cela. Parce que grâce aux technologies, on fait participer tout le monde, notamment des étudiants. Mais ça signifie, pour près de 200 000 étudiants sur le territoire congolais,
il faut partager des outils informatiques, des tablettes. Donc c'est un marché important. Mais il y a quelque chose qu'il faille faire en sorte que ces outils informatiques soient démocratisés, soient accessibles à toutes les bourses. C'est-à-dire au niveau des taxes et impôts, il va falloir faire en sorte que tous les étudiants, lorsqu'ils commencent l'université, aient accès aux tablettes, aient accès à tous ces matériels. Et bien sûr. Internet. Voilà. Et autre urgence, il y a aussi les laboratoires et les autres bibliothèques aussi. Qu'en est-il de ces autres urgences? Soulignons tout de suite que le livre imprimé coûte énormément cher par rapport à la bourse des professeurs. Même s'imaginer qu'un livre coûte par exemple $50. Si chaque mois, un professeur d'université devra dépenser $50 pour acheter un ouvrage, c'est trop cher. Et là, il faut aussi interpeller le gouvernement, notamment le ministère des Finances, le ministère de la Culture, de telle sorte qu'on crée un mécanisme pour faciliter l'entrée des livres sur le territoire national. Parce qu'on fait assez que demain, le professeur puisse pousser les étudiants à mener eux-mêmes des recherches. Ça signifie que les bibliothèques existent, qu'il y a des sites qui existent et que ces bibliothèques sont déjà accessibles. Sinon, il y a des plaintes à tous les niveaux. Les bibliothécaires sont tentés de se plaindre. Ça coûte trop cher le fait d'importer des livres. Alors, si ces livres continuent à coûter cher, il va falloir trouver une solution intermédiaire, relancer la presse universitaire. Merci beaucoup, Mbouyal. On va en parler autrement dans une émission beaucoup plus élaborée. Médard Mbouyal faisait là une analyse sur les travaux des États généraux de l'enseignement supérieur universitaire tenus dernièrement à Lubumbashi. Poursuivant ce journal, désormais, il faut compter sur la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kasaï pour booster le développement de cet espace par les échanges commerciaux. Les entrepreneurs, hommes d'affaires, mais aussi l'ensemble de la population de l'espace Grand Kasaï au développement de leurs entités, une chambre de commerce et industrie vient d'être créée afin de leur permettre des échanges commerciaux. La cérémonie de la présentation officielle de cette plateforme, CCCGK a connu la présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi ainsi que de plusieurs autres personnalités socio-économiques et politiques du Grand Kasaï. C'était aussi l'occasion de présenter et recevoir le membre du gouvernement et autres dignitaires promus dans différentes institutions mandataires ou ministres. L'administrateur explique l'intérêt de cette structure. La Chambre du commerce et l'industrie du Grand Kasaï est un outil qui va servir au développement du Grand Kasaï à travers ces 5 provinces. Les fils et filles du Grand Kasaï ont pris conscience qu'ils doivent travailler ensemble. Ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. C'est ça la raison d'être de la Chambre de commerce du Grand Kasaï, qui comprend une trentaine d'entreprises. Jackie Kazadi, nommé président de cette Chambre de commerce, a renchéri en ces termes. Dans le cadre de la Villa Kamia, on a reçu tous les membres du Grand Kasaï qui ont été promus dans différents secteurs politiques, dans des sociétés. Nous avons reçu aussi nos notables du Grand Kasaï, comme Papa Jonas Mukamba, le professeur Mabi Moulumba, qui sont venus nous soutenir. Cette chambre de commerce, il faut le dire, devra apporter les changements dans cette partie du pays, la capitale du diamant. Parlons culture, les stylistes africains à la conquête du marché international. Leurs produits, notamment des boubous en soie, en dentelle, en basin ou même en pagne, ont fait l'objet d'une exposition organisée à Kinshasa. Reportage Christine Lenzo et Yvette Mankoutima. Susciter l'esprit entrepreneurial auprès de jeunes Africains dans un contexte de crise sanitaire provoquée par la Covid-19, cette question et bien d'autres sont à la base des opérateurs culturels sénégalais et congolais. Les deux parties se sont retrouvées pour booster des secteurs de grande visibilité comme l'habillement, les maquillages, la mode et autres soins corporels. Quelques femmes sénégalaises et congolaises se sont mutualisées pour donner corps aux grandes idées, mais surtout pour travailler et donner un contenu à une marque qui pourrait émerger dans l'avenir. Des opportunités existent et il va falloir les saisir. Le mode africain a de beaux jours devant lui, à côté des pans africains. Présentés par les couturiers congolais et sénégalais, l'occasion leur a été offerte d'explorer d'autres chantiers. C'est ainsi qu'on a saisi les opportunités dans les secteurs des pédicures et manicures,
Bref, le chantier est vraiment vaste. Et le reboisement consiste à créer des zones boisées ou des forêts qui ont été détruites par différentes causes dans le passé. À Kinshasa, une conférence a été organisée par la SENCO. Protéger la biodiversité, c'est garantir la vie de la planète et à petite échelle, protéger son environnement immédiat, c'est préserver la vie de sa communauté. C'est dans cette optique qu'il faut placer cette conférence de presse qui a permis aux orateurs de présenter à l'opinion les menaces qui pèsent sur la forêt du lac de Mavale de Kimwenza dans la commune de Mongafula, l'un des poumons verts de Kinshasa. Cette concession appartenant à la SENCO est aujourd'hui victime des spoliations de personnes n'ayant ni titre ni qualité qui font des incursions intempestives s'arrogeant le pouvoir d'attribuer à des tierces des lopins de terre en violation de la loi foncière. La SENCO interpelle et s'insurge contre cette situation qui prend des proportions inquiétantes. Sur le plan de l'autorité ayant les affaires foncières dans ses attributions, c'était question d'attirer son attention par les services techniques dont il a sous sa responsabilité pour qu'une instruction soit donnée à ses conservateurs de manière à arrêter l'établissement des titres. Tout est parti du déboisement de la forêt du lac de Mavale qui a impacté négativement sur plus de 12 hectares de la forêt partie en fumée. 10 à 15 tonnes d'oxygène par an sont perdus à jamais. Cet écosystème pourrait disparaître dans moins de 2 ans si l'on ne mettait pas fin à cette hémorragie. En politique, sachez que l'UDPS Lualaba s'est doté d'un siège pour la fédération provinciale. La cérémonie d'inauguration a été présidée par Nathalie Ngandou, cadre de cette partie politique. C'est un véritable temple de la démocratie pour la famille politique du chef de l'État à Kolwezi. Ce nouveau directoire qui fait la fierté de l'UDPS, Fédération de Kolwezi Lualaba, est une dotation de Madame Nathalie Ngandou, cadre au sein de la fédération. L'inauguration a eu lieu ce mardi 14 septembre 2021. Une cérémonie présidée par le délégué de Jean-Marc Kabound, chargé de l'implantation et de l'organisation au niveau national. Bien avant la visite des bureaux, sous l'égide de la donatrice, 3 interventions ont été présentées aux militantes et militants pour donner les biens fondés de cette nouvelle bâtisse jamais construite à Kolwezi. Madame Nathalie Ngandou a dit que ce nouveau directoire est sa manière d'honorer le président Félix Tshisekedi ainsi que le comité national de l'UDPS. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On retrouve dans ces nouveaux bâtiments des bureaux pour les comités fédéraux, la Ligue des jeunes et des femmes et aussi une salle de conférence. Un hangar est construit pour l'organisation des matinées politiques. Cette manifestation, qui a été rehaussée de la présence de plusieurs membres, s'est clôturée dans une ambiance de convivialité et dans une satisfaction de tous qui ne jurent qu'à donner un deuxième mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. MAPAR pour le Congo, parti politique proche de l'UDPS, a organisé dernièrement une matinée politique. Le président de ce parti lance une invitation aux Congolais de s'investir pour la reconstruction du pays. C'est en prévision des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo que MAPAR pour le Congo, MPC en sigle, parti politique cher à son initiateur Étienne Tshisekedi Tshisekedi, fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, a organisé jeudi 16 septembre 2021 dans son quartier général situé sur l'avenue Nyangwe à Kinshasa-Lingwala sa première matinée politique de réarmement moral. Plus de 200 participants ont réfléchi sur les thèmes
MPC à l'horizon 2023, les enjeux de l'heure et les défis du développement participatif de la République démocratique du Congo. Question sans nul doute pour le président national des MPC, Moïse Monsensengoya Junior, de booster le moral de hauts cadres et cadres de son parti politique, parmi lesquels le président fédéral de 24 communes de la capitale et ceux venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo et même de l'étranger. Objectif, ratisser large pour obtenir une majorité écrasante aux élections de 2023 à tous les niveaux en faveur de leur candidat potentiel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous invitons le peuple congolais à participer massivement au développement du pays, à la croissance économique du pays. Nous devons tous prôner le développement. Parmi les invités d'honneur à cette manifestation de haute portée politique et sociale, les députés nationaux et provinciaux, les autorités urbaines, le membre de la société civile du Congo et autres sympathisants. Et je le disais en début du journal, le 19 septembre 2016, les militants des partis politiques de l'opposition de l'époque ont été tués lors d'une marche pacifique à l'initiative de feu Étienne Tshisekedi. Franck Diongo a rendu un hommage à ces martyrs en présence des membres de leur famille. Reportage Fifi Mukundi et Dieu merci Tsweka. Le mouvement lumumbiste progressiste de Franck Diongo a observé une pensée pieuse en hommage aux militants victimes de l'intolérance de la démocratie le 19 septembre 2016, soit 5 ans jour pour jour. Les militants de ces partis politiques marchaient pacifiquement pour revendiquer le respect du délai butoir des échéances électorales conformément à la Constitution. Ce triste anniversaire, explique son président Franck Diongo, se déroule dans un contexte d'une alternance politique acquise. Mais toutefois, les familles des victimes peinent à recouvrer leurs droits judiciaires. Alors que pour ces faits si graves, les magistrats n'avaient même pas besoin de plaintes pour se saisir et passer à l'action. Nos héros sont ainsi tombés pour des valeurs. Leur sacrifice nous inspire le courage et la détermination à continuer les combats et à garder le sens ou l'esprit de ce combat noble pour la démocratie. Une réparation soutient les leaders de MLP qui doit s'accompagner de la consécration de cette date aux martyrs de la démocratie et de l'érection d'un ouvrage monumental en leur mémoire. Franck Diongo a saisi cet instant précis pour puiser dans son expérience politique vieille de 30 ans quant à sa désapprobation du projet de loi relatif à la nationalité. Selon lui, cette loi s'avère inopportune. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Serge Mata. Quant à moi, j'aurai bien le plaisir de vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.